Ce midi au Radio-Journal, rapport accablant pour le gouvernement britannique sur sa gestion de la pandémie. Et des infirmières québécoises veulent faire annuler le décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Bonjour, ici Joanne Prince. Un premier rapport au sujet de la gestion de la pandémie au Royaume-Uni dénonce des erreurs politiques en début de crise. Les auteurs montrent du doigt le temps de réaction du gouvernement britannique lors du premier confinement qui aurait fait des milliers de morts. Voici Richard Place. Boris Johnson sans masque qui serre des mains dans les hôpitaux, le Premier ministre n'avait clairement pas choisi la bonne option au début de la pandémie. Au sein du gouvernement, on mise alors sur l'immunité collective par la contamination générale. Jeremy Hunt, député de la majorité, est l'un des auteurs de ce rapport. Il y avait un fatalisme. On pensait finalement que ce serait le seul moyen de stopper le virus. Nous aurions dû regarder plus tôt ce qui se passait en Corée du Sud et à Taïwan. Ils réussissaient bien mieux à contenir le virus. 137 763 morts à ce jour. Voilà le bilan Covid du Royaume-Uni. Une mauvaise stratégie au départ, un système de tests mis en place beaucoup trop tard. Le ministre Steve Barclay était chargé de porter la parole du gouvernement ce matin dans les médias anglais. La question du timing du premier confinement reposait sur des conseils scientifiques. À un moment où l'inquiétude était, si l'on confine trop tôt, la population ne voudra pas que ça dure trop longtemps. Ce rapport pointe aussi la stratégie gagnante du pays sur les vaccins. Le Royaume-Uni a misé et investi très tôt sur cette solution. Le premier au monde a lancé sa campagne dès le 8 décembre dernier. Londres, Richard Place, France Info. Les Canadiens et les voyageurs d'ailleurs dans le monde qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 pourront bientôt se rendre aux États-Unis. À partir du mois prochain, Washington va accepter les touristes qui sont immunisés avec des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le reportage de Jean-Philippe Robillard. Pour plusieurs voyageurs, c'est un soulagement et en particulier pour les snowbirds, les touristes canadiens qui vont passer l'hiver au chaud, comme en Floride par exemple. Dès le mois prochain, donc, les États-Unis vont les accepter. En fait, le gouvernement américain va accepter tous les voyageurs, tous les touristes qui sont immunisés avec des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est le cas du vaccin d'AstraZeneca. Parce que jusqu'à présent, la Food and Drug Administration n'a pas reconnu ce vaccin, mais l'OMS, elle, oui. Mais ce qui n'est pas clair, c'est si les Canadiens qui ont reçu des doses mixtes seront acceptés, parce que pour le moment, les autorités américaines n'autorisent pas le mélange des doses de vaccins. Et ici au Canada, il y a presque 4 millions de personnes qui ont reçu 2 types de vaccins différents contre la COVID. Des discussions sont actuellement en cours entre le gouvernement canadien et ses partenaires, dont les États-Unis, pour tenter de faire reconnaître à l'étranger la stratégie de vaccination du Canada. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Des infirmières québécoises qui ne sont pas adéquatement vaccinées se tournent vers les tribunaux pour contester le décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. L'avocate qui les représente s'apprête à déposer une ordonnance de sauvegarde ainsi qu'une demande de contrôle judiciaire au procureur général. Les précisions de Nancy Cahouette. La procédure judiciaire vise ultimement à invalider le décret, mais comme cette démarche pourrait tarder, l'avocate Natalia Manoli va déposer aujourd'hui une ordonnance de sauvegarde qui permettrait, si elle est retenue par le juge, de suspendre temporairement l'application du décret. Donc, elle espère obtenir une audience jeudi. Natalia Manoli dit avoir recueilli 2000 déclarations de travailleurs de la santé sous serment qui affirment que le décret ne respecte pas leurs droits au travail et qu'il va à l'encontre de l'intérêt public en contexte de pénurie de personnel. Il va y avoir des fermetures de départements, des radiologies qui seront annulées ou reportées, des chirurgies qui seront annulées ou reportées. Maître Manoli n'est pas la seule à vouloir contester ce décret devant les tribunaux. La PTS, syndicat qui regroupe 60 000 professionnels de la santé, dont des travailleurs sociaux et des nutritionnistes, compte aussi contester le décret en Cour supérieure. Pour leur part, la CSN et la FIC, syndicats qui représentent des dizaines de milliers d'infirmières, ne comptent pas emprunter cette voie et disent vouloir analyser les dossiers au cas par cas. Ici Nancy Cahouette, Radio-Canada, Montréal.
La situation est de plus en plus difficile dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick en raison de la pandémie. Des établissements sont passés au niveau d'alerte rouge dans le nord et dans le sud-est de la province et ils commencent aujourd'hui à faire du délestage pour des services non essentiels. Les hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 mettent de la pression sur le système de santé et le personnel n'arrive plus à suffire à la demande. Voici le chef du département de médecine familiale de l'hôpital régional d'Edmundston, John Tobin. Tout ce qui n'est pas urgent va être annulé ou reporté à plus tard. Donc, malheureusement, oui, il y a des chirurgies qui vont être reportées, puis on devra se concentrer sur le soin aux patients COVID. C'est sûr qu'on va essayer de faire passer les patients qui sont en attente de chirurgie pour des cancers, puis les choses qui sont évidemment plus pressantes, mais les gens qui attendent, par exemple, un remplacement de hanche, ils devront malheureusement, encore une fois, être reportés. Il y a plus de 1000 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Près de 60 personnes sont hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs. La Cour fédérale rejette la requête du major général Danny Fortin qui voulait reprendre sa place à la tête de la campagne canadienne de vaccination. Le tribunal lui suggère d'adresser sa requête aux forces armées. Danny Fortin avait été écarté de son poste au printemps en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. Ses avocats avaient plaidé que le gouvernement l'avait retiré de ses fonctions pour des raisons purement politiques et que son droit à la présomption d'innocence n'a pas été respecté. Cette procédure est distincte de la bataille judiciaire que mène le major général devant la Chambre criminelle du Québec, où il fait face à des accusations d'agression sexuelle. En France, au procès des attentats du 13 novembre 2015, plus d'une soixantaine de personnes qui ont survécu à l'attaque du Bataclan ont déjà pris la parole devant la Cour. Un immense sentiment de culpabilité revient régulièrement dans leurs témoignages. Charlotte Piret résume leurs propos. Il y a cet homme qui avait l'habitude d'acheter des places de concert pour ses amis et qui s'en veut aujourd'hui d'être celui qui a offert celle du 13 novembre. Il y a tous ceux extrêmement nombreux qui confient leur culpabilité d'avoir simplement survécu. Ceux qui vivent mal avec le souvenir d'avoir marché sur des corps dans leur fuite. Il y a Alix qui n'a pas été une belle personne ce soir-là, dit-elle dans un sanglot. À chaque balle, je me disais, pourvu qu'elle soit pour quelqu'un d'autre. Maureen qui évoque cette femme grièvement blessée à côté d'elle et cette terrible question, l'aider ou fuir. J'ai pensé à ma fille, je suis partie, souffle-t-elle. Pour Richard, c'est ce couple qu'il s'en veut de ne pas avoir aidé. La femme avait une énorme plaie à l'épaule et suffoquait. La culpabilité aussi d'être revenue du Bataclan sans deux de ses amis. Culpabilité vis-à-vis de sa fille encore. Chaque jour, elle me demande si elle me verra le soir. Elle va même jusqu'à se lever très tôt le matin pour me reposer la question. Pour Tom, enfin, c'est la main de cet homme qu'il détache de sa cheville pour aller sauver son meilleur ami. Cet homme dont chaque soir, il revoit le regard dans ses cauchemars.